Bonsoir à tous. Alors, ma télé, ce n'est pas le média de référence des millénials. Ma télé, c'est une télé locale dans la province de Namur qui couvre en tout et pour tout 15 communes. Il y a 12 télés locales en communauté, en Fédération Wallonie-Bruxelles, et ma télé est l'avant-dernière en taille. Donc, c'est vous dire, on est des petits poussets dans la forêt des petits poussets. On a alors cette liberté de tester des choses qui peut-être, quand on n'est plus référent ou qu'on a, je ne sais pas, un autre background à supporter, sont moins évidentes. Et nous, on a ce côté laboratoire qu'on aime et qu'on aime faire partager aussi, et pour lequel on se fait aider. D'ailleurs, je salue Patrick Séverin qui est là, qui nous a beaucoup aidé ces dernières années pour changer complètement notre approche et montrer un petit peu ce qu'on fait. Alors, je vais commencer par vous montrer l'interview que j'ai réalisée à Mojocon. Mojocon, c'est en Irlande chaque année. C'est la grosse convention Mojo, Mobile Journalism. Il y a 500 journalistes, 600 journalistes européens et du monde entier qui viennent. C'est des big players, comme on dit, c'est la BBC, c'est Al Jazeera, c'est ma télé. Et la grosse tendance cette année à Mojocon, c'était de voir que les Mojos, c'était de moins en moins des journalistes. Il y avait une bonne moitié, ce n'étaient pas des journalistes, c'était des citizen reporters, comme on dit, ou simplement des avocats, des responsables d'associations, des responsables de quartier qui voulaient voir comment les journalistes faisaient pour produire du contenu à moindre coût avec des appareils mobiles pour toucher des gens sur leur mobile. Le mobile journalisme, comme on dit. Et donc, il y avait, les 3 jours commençaient par un débat qu'on a déjà tous entendu 10 000 fois quand on est journaliste et qui, à la fin, nous paraît un petit peu inintéressant, c'est est-ce que le journalisme est mort? Et quand on a 3 jours de débat, enfin de conférences sur le journalisme mobile et que ça commence par ça, ça plombe un petit peu l'ambiance et on se dit, ça y est, on va encore nous parler des risques, des dangers, etc. Et je suis tombé sur un gars tout à fait passionnant qui est un des pères fondateurs à l'époque, ça s'appelait Vidéo Reporter, maintenant on appelle ça des journalistes mobiles, qui m'a tenu un discours assez décapant et que je veux partager avec vous maintenant parce que c'est un petit peu ce qu'on pense à ma télé et c'est un petit peu le point de bascule auquel on est arrivé. Le journalisme est mort, complètement. And thank God, merci à Dieu, parce que le journalisme, c'est terrible. The cost of owning a newspaper or the cost of owning a TV station is gone. Everyone has a smartphone. Smartphones shoot video, they edit, they put in graphics, they broadcast to the world. Therefore, everyone is now a journalist. This notion of I know the truth and the rest of you know merde c'est fini. Television networks make an enormous mistake. They look at Mojo and they say, oh great, I get rid of the cameraman, the soundman, the producer, and the editor, I save money. Now instead of having 500 people on the staff, I can have 100 people. That is the wrong idea. If they want to stay with the staff, they give all 500 people iPhones. Now instead of having 100 journalists, I have 500 journalists. But more than that, in Belgium, even in Wallonia, you have 2 million journalists. These people have something to say. It is your responsibility as a media organization to open the platform and let them speak. Or they'll go someplace else. And they go to Facebook, they go to Instagram. They don't care about you because you don't care about them. Alors voilà, il est assez provocateur hein, dans son genre, assez radical. Quand il parle il y a 2 millions de journalistes, moi je dirais plutôt qu'il y a 2 millions de producteurs de contenu. On ne peut pas vraiment appeler ça la sanction journalistique avec le fact-checking, etc. Mais enfin, le débat est là. Et donc, nous, on est un petit peu dans cette optique-là, à ma télé, à essayer d'ouvrir nos plateformes et de laisser les gens s'exprimer et de faire de notre audience des coproducteurs de contenu. Et il y a 1 an de cela, on a eu envie de couper la télé. Et donc, pendant une journée, on n'a pas fait de télé, ou en tout cas, on l'a fait un petit peu différemment. Et on a lancé une opération qui s'appelait #TousAtable, dont Morgane va
va vous dire un mot maintenant, parce qu'elle a largement porté le projet, et c'est elle qui s'est retrouvée à 18 h sur antenne, qui, au bout de quelques instants de JT normal, ça s'est coupé, et puis on a fait autre chose ce jour-là, et on a fait des choses sur le web. Et je vais vous montrer, on va commencer par de nouveau une petite vidéo, et puis je laisse la parole à Morgane. Décembre 2016, votre télé a basculé. Bye bye ma télé, welcome ma télé 3.0. Les smartphones vont chauffer toute la journée. Objectif à partager tous ensemble un moment symbolique, celui du repas sous toutes ses formes. Bienvenue dans la plus grande auberge espagnole connectée du monde. Le 13h. Tous à table à présent, c'est le nom d'une opération menée par Matélé, la télé locale de l'arrondissement de Dinan. L'idée est de proposer aux habitants de se retrouver dans des auberges espagnoles, histoire de partager des discussions et de créer du lien grâce aux réseaux sociaux. On a soufflé l'idée à notre public d'organiser des auberges espagnoles et on leur a demandé de documenter leur expérience par des photos, des vidéos et de le publier sur notre groupe Facebook #TousAtable. Donc l'idée c'est vraiment d'inviter les citoyens à partager leur contenu. Aujourd'hui, les citoyens sont producteurs de contenu et de leur donner envie de partager ce contenu avec leurs médias de proximité. Parce que les médias évoluent et leur consommation aussi, alors on change. Expérience inédite. C'est pas facile de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. On veut faire un bon produit de transition qui interpelle tous nos spectateurs qui sont ceux qui nous suivent sur le linéaire, et on va surtout leur parler du non-linéaire, un endroit qu'ils ne connaissent pas, dont ils ont peur, dont ils ne maîtrisent pas les codes. Et ma télé est en marche pour pouvoir communiquer, parler avec tout le public, celui qui est sur les réseaux sociaux, celui qui est sur le web et celui qui est sur la télé. 47 auberges virtuelles et réelles, près de 2000 personnes rassemblées et des centaines de contributions tout au long de la journée. Défi relevé, c'est à vous de nous le dire. Emparez-vous de la parole et continuons à communiquer par tous les moyens. Donc voilà, ici c'était une petite vidéo qui résume en 2 minutes ce qu'était l'opération #TousAtable. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de mener une grande opération du numérique? En fait, il y avait 2 grands objectifs, et le premier, le postulat, il a été posé avec l'intervention du monsieur que Nédric vous a présenté. Il y a une nouvelle équation, c'est-à-dire qu'on n'est plus, c'est plus la télé à papa, c'est plus le téléspectateur passif face aux médias actifs. Et ça a été un de nos grands objectifs lors de cette journée-là. Ça a été, nous, en tant que médias de proximité, on estime que ça fait partie de nos missions de provoquer cette interactivité, de créer du lien, de casser cette barrière qu'il existe entre les médias et les internautes et notre audience. Et puis aussi, au-delà de ça, ça a été... je me perds dans mes idées, je cherche mes petites notes. Et puis on s'est dit comment au final provoquer l'interactivité. Et on s'est dit, voilà, sur Facebook, qu'est-ce qui fonctionne? Où il y a de l'interactivité, c'est sur les communautés. Donc on a créé un groupe Facebook, #TousAtable. Soyons clairs, au début c'était clairement un groupe superficiel. Parce qu'en fait, nous, journalistes, on a rajouté toute une série de personnes influentes du monde sportif, associatif, culturel. Donc au début, on a dû mettre beaucoup d'énergie pour faire prendre cette communauté. Et tout doucement, on a vu apparaître des commentaires, des partages, et puis des gens qui mettaient du contenu, de temps en temps des photos. Il y a des débats qui se sont créés. Et de là, se sont créées les auberges espagnoles. Donc, de la communauté virtuelle, on a créé une communauté réelle par la création, le 9 décembre, de 47 auberges espagnoles qui ont rassemblé environ 1000 participants dans l'arrondissement de Dinan. Et 1000 personnes qui ont été le temps d'une journée connectées, interconnectées. Il y a eu pas mal
de publications ce jour-là, alors pas toujours très qualitatives, des photos floues, des selfies en termes d'information. Voilà, c'était assez pauvre, mais on en était arrivé à notre but, c'était de créer de l'interactivité avec notre audience, de créer une prise de conscience envers notre public, de oui, aujourd'hui, si vous avez un smartphone, si vous savez utiliser les réseaux sociaux, eh bien, sachez que vous êtes des producteurs de contenu et que vous pouvez devenir des citoyens, contributeurs de votre média de proximité. Alors, cette journée-là, elle a rassemblé, elle a motivé journalistes et techniciens. C'est-à-dire que ce n'est pas que la rédaction de Ma Télé qui s'est investie dans cette journée-là. Les techniciens ont poigné dans les nouvelles technologies, ils ont abandonné la caméra pendant toute une journée et ceux qui sont du milieu savent à quel point les caméramans sont frileux ou peuvent être frileux aux nouvelles technologies et on peut le comprendre parce que parfois c'est l'avenir de leur métier qui est en question. Donc on a pendant environ, je pense, 6 heures, c'était Diedrich qui était beaucoup à la manœuvre, mené des Facebook Live qui reliaient toutes les auberges espagnoles. Donc on avait des équipes postées dans les différentes auberges espagnoles à différents moments de la journée, au petit-déj, dîner, souper. Et au final, on s'est retrouvé avec 6 heures de Facebook Live. Alors certes, vous allez me dire 6 heures de Facebook Live, voilà. C'est lourd, on s'en fout, mais au final, au-delà, le deuxième objectif, au-delà de créer de l'interactivité avec notre audience, ça a été aussi pour nous, Ma Télé, de faire une expérimentation XXL, parce que oui, on poignait déjà dans le web, alors oui, on avait déjà fait des Facebook Live, oui, on publiait déjà des vidéos, mais de manière un peu épisodique quand ça se présentait. Et puis, en général, c'était aussi souvent Diedrich, qui est notre référent web à Ma Télé, qui prenait en charge souvent ces nouveaux médias. Donc ça, c'est ce qui s'est passé sur le terrain ce jour-là. Ça a été beaucoup de Facebook Live. Mais en amont, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi poigné dans les nouveaux formats 2.0. On a créé pas mal de contenus, des reportages qui avaient été complètement mojo, donc c'est-à-dire tournés, produits, montés à l'iPhone. On a réalisé des vidéos 360 en version améliorée. On a créé de l'infotainment. On est complètement sorti des codes de ce qu'on a l'habitude de faire en télé, du langage traditionnel de la télé. On a vraiment voulu sortir des sentiers battus, de ce qu'on connaît, de prendre des risques et de sauter vraiment à 2 pieds dans cette révolution numérique. Alors vous allez me dire, ok, ben vous avez fait une opération numérique, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'antenne? Alors évidemment, ça a été l'objet de pas mal de réflexions. Alors on disait, on a coupé le réseau hertzien, on n'a pas été jusque-là, on l'a envisagé, on s'est dit, bah, pourquoi pas ne mettre une mire ce jour-là, un écran noir, ou essayer de trouver un petit personnage avec une tête version Anonymous. Et on s'est dit, au final, qu'est-ce que ça va apporter de faire ça? Vous tombez sur un écran noir, vous allez zapper, et on aura raté notre objectif, parce que notre objectif, voilà, je vous l'ai dit, c'était de provoquer l'interactivité avec notre public ce jour-là. Alors, on a opté pour un concept qui est la Slow TV. Je pense que c'est un concept qui avait été initié dans un des pays nordiques. Je pense le premier à avoir fait ça, c'était de publier, diffuser pendant 7 heures à l'antenne un voyage de train. Voilà, et on ne voyait que ça. Nous, l'idée, ça a été de se dire, on va mettre 7 geeks, en fait, c'était 7 étudiants en journalisme, je vais y arriver, autour d'une table, d'un plateau, les réunir, il y a des discussions qui vont se lancer, ils vont surfer sur le net, ils vont voir des choses, ils vont se montrer des choses, et au final, ça a été une soirée en temps réel de geeks
devant leur smartphone, tablette, à regarder ce qui se passait sur les réseaux sociaux, sur Hashtag Tous à table, sur le site de Ma Télé. Mais au-delà de ça, surtout des phénomènes, les fausses informations, les bad buzz, en prenant des exemples très connus qui avaient marqué l'actualité. Et l'objectif, en fait, de cette émission Slow TV là, qui a quand même duré 3 heures, était paradoxal parce qu'en fait, on ne voulait pas du tout que cette émission soit regardée. On voulait que cette émission soit regardée peut-être 2 minutes, 5 minutes, qu'elle attise la curiosité, qu'elle surprenne peut-être le téléspectateur qui allait tomber sur ce drôle de format qu'on n'a pas l'habitude de voir en télévision, pour les faire dévier du grand écran au petit écran, leur téléphone, leur iPhone, leur PC, et au final atterrir sur le web, et toujours dans l'objectif de provoquer de l'interaction. Donc ça a été pour cette journée-là ce qui a été fait. Alors les suites, les constats, les conclusions, c'est qu'au final on s'est rendu compte qu'en créant cette communauté sur Facebook, superficielle à la base, on en a obtenu 47 auberges espagnoles, donc au final une réelle implication de notre audience. Certes, on n'a pas eu la production de contenu qu'on voulait. C'est vrai qu'on aurait espéré des productions assez qualitatives. Au final, on se retrouvait pas mal avec des selfies. Oui, il y a des débats qui ont été engagés, qui ont débouché pour nous sur la production d'articles avec une plus-value du coup journalistique. Le constat est aujourd'hui que ce groupe Hashtag Tous à table, il est pour ainsi dire mort, il y a plus de publications dessus. La communauté, on l'a abandonnée. Pourquoi? Parce qu'elle a eu de vie, elle a eu une vie inhérente, en tout cas, à cet événement et à cette opération, parce que nous-mêmes, en tant que journalistes, on l'a un peu abandonnée, et clairement, c'est nous qui l'avions poussée, c'est nous qui boostions cette communauté. Cette communauté. Autre enseignement, c'est qu'il faut savoir que pour arriver à cette journée, grande journée du numérique, on a eu pas mal de formations. On a été formés justement au Mojo, on a été formés au Facebook Live. Et aujourd'hui, il en est qu'à Ma Télé, on sait que tous les journalistes sont équipés d'un kit Mojo. Ils ont leur iPhone, ils ont un petit micro, ils ont un pied si nécessaire. Aujourd'hui, on sait que tous nos journalistes, à n'importe quel moment, peu importe où ils se trouvent, peuvent produire du contenu journalistique avec une certaine qualité. On s'est aussi familiarisé au journalisme incarné. J'ai oublié son nom, mais Monsieur de Weiss disait qu'il y avait pas mal de journalistes qui se mettaient en scène, etc. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine réticence des journalistes. C'est vrai que dans le média traditionnel, le journaliste, à nouveau, s'efface du reportage, on l'oublie. Il raconte une histoire, mais il ne se met pas dans l'histoire. On remarque, c'est vrai que c'est aussi un des formats qui fonctionne pas mal sur les réseaux sociaux. C'est le journalisme incarné, c'est le journalisme qui se met en scène, vend sa personne. Alors évidemment pas comme un présentateur ou une présentatrice de télé le fait, avec un ton beaucoup plus familier, beaucoup plus personnel. Et aujourd'hui, à titre d'exemple, en sport, la rédaction sport chez nous est vraiment très très active sur les réseaux sociaux. On arrive aussi à faire de temps en temps des petites capsules avec cette version journalisme incarné, et en utilisant une application Apple Clip qui vous permet très très rapidement de sous-titrer ce que vous dites. Donc c'est une application automatique qui... Nous sommes ici au circuit de Mété pour notre prochain numéro de Trajectoire, votre magazine Sport Auto sur Ma Télé. Trajectoire, c'est le samedi 28 octobre à 20h. Voilà, en fait, il faut savoir que ça a peut-être pris aux journalistes 2 à 3 minutes à tout casser.
via l'application Apple Clips. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application, voilà, vous parlez, ça note, ça devine les mots qui sont dits. Évidemment, une fois sur deux, c'est pas le bon mot, mais c'est très facile de corriger. Et en 2 temps, 3 mouvements, il a fait ici voilà, un petit teasing pour une de ses émissions sportives. Donc voilà, tout ça peut-être pour conclure, en tout cas en ce qui me concerne, c'est qu'aujourd'hui, si l'objectif était aussi peut-être de faire prendre conscience aux téléspectateurs qu'il est producteur de contenu, chez nous c'était aussi une manière pour tous les journalistes de la rédaction ainsi que les techniciens, je répète, de plonger à 2 pieds dans les nouveaux formats de web, de se familiariser avec ces produits. Et aujourd'hui, on travaille avec une rédaction qui travaille une rédaction totalement hybride de 2.0, voilà, tournée vers le web autant que vers la télé. Merci Morgane. Et donc, ici, on se focalise et on vous montre le côté, la forme. Mais évidemment, il y avait une réflexion et un accompagnement en amont important sur le fond. C'était un questionnement de nos modes de consommation, de nos habitudes alimentaires. Et cette journée, #tous à table, ça n'a pas été que, même si on a eu du mal à en sortir parfois avec nos audiences, mais ça n'a pas été que des partages de food porn, quoi, hein, des gros plans d'assiettes, etc. Il y avait vraiment toute une réflexion sur les budgets, sur la manière dont on consomme, avec qui, à quel moment de la journée, etc., comment on consomme de l'alimentation. Il y a eu d'autres, Morgane vient de parler par exemple du journalisme incarné, de l'utilisation des réseaux sociaux pour lequel maintenant tous nos journalistes sont beaucoup plus à l'aise. Il y a aussi, on a touché un mot, les techniciens sont maintenant également producteurs de contenu. Ce n'est pas rare qu'un technicien aille faire une interview parce que nous n'avons pas le temps de la faire, ou bien qu'il revient d'un reportage, on apprend quelque chose. Ça arrivait encore il y a quelques jours où il y avait un souci avec une connexion. Il y a un technicien qui se retrouve tout seul sur le terrain. Ils sont maintenant à l'aise pour faire l'interview lui-même, et puis après, l'éditeur est un journaliste qui relit, qui recorrige, qui contextualise, etc. Les techniciens reviennent aussi le week-end avec des images et écrivent des petits articles sur notre site internet qui sont après sanctionnés par un éditeur. Et donc on a de nouveau cette barrière, le producteur de contenu c'est le journaliste, parce que moi je sais qui s'efface avec les autres producteurs de contenu d'un média, que ce soit les collègues techniciens ou son audience. Il y a quelque chose qu'on a vraiment travaillé beaucoup, enfin on a découvert la puissance des groupes Facebook plutôt que des fanpages classiques qui ont une portée de plus en plus limitée, en organique en tout cas, c'est-à-dire qu'on ne paye pas les contenus. Les groupes Facebook, l'intérêt... Qui est sur un groupe Facebook? Sûrement la plupart d'entre vous sont sur des groupes Facebook. Est-ce que parmi les journalistes ou les gens de médias dans la salle, est-ce que vous gérez également des groupes Facebook? Il y en a déjà un petit peu moins. Le groupe Facebook, c'est intéressant parce que le journaliste est tout à fait à égalité avec les autres membres. Donc ce n'est pas... les autres membres peuvent également poster du contenu, commenter, interpeller, partager et sanctionner quelque part ou corriger la production de contenu du journaliste. En plus, les groupes Facebook ont évolué avec le temps. Maintenant, on sait intervenir sur un groupe Facebook en tant que page et plus seulement en tant que journaliste. Il y a un reach organique très important sans qu'on doive payer les contenus. D'ailleurs, nous-mêmes, à MaTélé, de plus en plus, on va rechercher ces niches pour partager nos contenus, voire pour trouver de l'information. Il y a des contenus comme ça, il y a des groupes Facebook, vous connaissez tous la série t'es un vrai liégeois si, t'es un vrai dinantais si, etc. Certains de ces groupes sont très bien animés et constituent pour nous une source d'information, et puis de partage, et puis de questionnement et d'interaction avec notre audience. Au point qu'on en a créé, par exemple, on en a créé plusieurs depuis lors. On a eu, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de... Enfin, il y a le copain, là, Michael, là, qui dit les gens, ils ne s'intéressent plus à vous, et il y a 2 millions de journalistes en Wallonie avec lesquels vous êtes en compétition. Nous-mêmes, on est entré un petit peu dans ce genre d'optique.
sur des gros événements. Et quand je dis gros événements dans notre arrondissement, c'est par exemple la pose d'un nouveau clocher dans une collégiale. Pour ce genre de gros événements, on est en concurrence avec des médias nationaux qui viennent là sur notre terrain de prédilection. Et toutes les frontières deviennent un petit peu plus floues. Vers l'avenir a publié une vidéo avant nous sur leur site internet. Ça nous a un petit peu embêtés. Nous, on était en direct pour couvrir l'événement, mais sur leur site internet, la vidéo montée la plus rapide, c'était Vers l'avenir qui l'a faite. Mais pourtant, ce jour-là, les gros concurrents, ce n'était pas Vers l'avenir ou la Meuse ou la RTBF, c'était notre propre audience. Il y avait 2000 personnes sur la place qui assistaient à cette pause assez spectaculaire et puis qui couronnait en plus un truc très affectif dans le cœur des Synassiens. Tous ces gens étaient en Facebook Live. Et ils ont bouffé d'ailleurs toute notre bande passante. Et nos concurrents, c'était eux ce jour-là, quelque part. Et donc, on a créé un groupe Facebook en amont, parce qu'on sentait quand même un petit peu arriver le bazar, qui s'appelle l'Esprit de Clocher, et où on a interagi avec notre audience de manière très pointue et qui était très engagée. Et c'est devenu vraiment la référence pour les gens ce jour-là, pour suivre un petit peu ce qui se passait. Et en amont, pour nous donner beaucoup de contenu. On a retrouvé des photos tout à fait spectaculaires et des témoignages tout à fait spectaculaires de l'effondrement du clocher qui avait nécessité, après ça, 10 ans plus tard, son remplacement. Ils avaient le sentiment de faire partie de l'aventure en participant à ce bazar-là. C'est ça, on ne les a pas laissés sur le côté. C'est ça qui était excitant dans le challenge. Alors, on a créé, il n'y a pas longtemps, les télés locales ont lancé une émission qui a duré une saison. Je ne sais pas si elle verra une deuxième saison. Ça s'appelle Volley Games. C'est une émission, non, voilà, on me dit que non. C'était une émission de volley. De nouveau, on l'a senti un petit peu arriver, qu'il n'y aurait peut-être pas de deuxième saison pour cette émission, faute de financement. Et donc, on n'a pas créé une page Volley Games. On n'a pas créé un groupe Facebook Volley Games, on a créé un groupe T'es fan de volley si. Et là, on a eu de nouveau plein d'engagements, plein de gens qui sont venus et qui ont participé avec nous. Avec qui on peut interagir. Et incidemment, continuer à leur fournir du contenu volley qui viennent de nos pages ou de nos sites respectifs. Toutes les télés locales ont accès à ce groupe et ils continuent à vivre sans nous. Ça fait 6 mois que l'émission est arrêtée et le mois dernier, il y a eu encore 500 publications et commentaires qui n'émanaient pas des journalistes mais des membres eux-mêmes. Donc ça vit sa vie. Et quand les journalistes réinterviennent sur ce groupe pour poster du contenu, parce qu'on continue quand même à couvrir l'actualité volley, on constate qu'il y a un trafic qui vient de ces groupes qui est beaucoup plus grand que nos pages habituelles Facebook. Voilà, c'était un petit peu les choses qu'on avait appris grâce à cette opération et qui s'inscrivent dans ce côté, la télé du journaliste one side qui s'adresse à son audience sans aucune interactivité. Pour nous, c'est fini. Voilà. Je vous remercie.